magazine Financier Investir, émission que nous portons pour nous chaque samedi à compter de 4h, que nous reprenons le dimanche matin à 9h sur Radio Métropole et lundi soir sur même station ça, mais l'émission est disponible sur YouTube pour Fin TV. Nous prenons le temps de là, bon, le football là pas qu'on finit mes amis. Il dit que bel mois de décembre que nous avons fait, donc jusqu'à présent ici à fêter, particulièrement fanatique Argentine. Mais nous allons surtout regarder le football là, comment il est capable d'aider et des familles, des joueurs et qui sont capables de bénéficier pour regarder ça marcher football là. Et nous allons regarder de deux façons comment on peut investir dans le football, particulièrement pour faire ça avec l'ascension sociale, des gens qui font ça dans le pays, et également qui business et modèle pour créer dans le football haïtien pour être capable d'évoluer sur le marché international. Entendez ça avec BFM Business. Et en plein milieu d'une Coupe du Monde de football atypique par sa saisonnalité et puis contestée aussi par beaucoup pour tout un tas de raisons, c'est de football, mais d'économie du football dont nous allons parler aujourd'hui dans la librairie de l'Écho avec deux champions pour nous accompagner. Le premier, c'est Manuel Chotet. Bonjour Manuel Chotet. Bonjour. Vous êtes professeur de sociologie à l'Université de Lille et vous publiez aux éditions du CNRS La valeur du footballeur. Luc Arondel, bonjour. Bonjour. À l'habitué de l'émission, Luc Arondel, vous êtes chercheur au CNRS, membre de l'École d'économie de Paris et vous publiez avec Richard Duhautois L'argent du football aux éditions Rudulm. Alors attention, c'est le premier tome consacré à l'Europe. Et donc on peut penser qu'il y aura finalement aussi peut-être l'Amérique latine, l'Afrique. Non, l'Amérique du Nord. L'Amérique du Nord. Ça doit sortir au mois d'avril. Oui. Ok, formidable. Alors, on commence avec vous, Manuel Chotet. Et le point de départ de votre réflexion, c'est de dire finalement, le fait que les grands footballeurs soient des stars qui gagnent des fortunes, comme les stars de cinéma, les grands patrons, eh bien, c'est une situation finalement qui ne va pas de soi. Et c'est même une situation étonnante. Oui, tout à fait. Alors, étonnante d'une part, puisque déjà cet univers promeut des individus qui sont majoritairement issus du milieu populaire, qui n'ont pas fait d'études, qui sont souvent issus de l'immigration. Donc on se retrouve à une élite atypique au regard de ce que sont les élites habituelles. Et c'est aussi étonnant puisque dans l'univers du football, les profits convergent vers des salariés d'exécution. C'est-à-dire des individus qui, dans la chaîne de commandement des clubs, sont plutôt des subalternes, puisque le joueur est sous la supervision d'un entraîneur qui lui-même dépend de cadres dirigeants. Et on a dans le football une répartition des gains étonnante, puisque ceux-ci tendent à converger vers ce qu'on peut qualifier de salariés d'exécution. C'est comme si dans une entreprise du CAC 40, finalement, les ouvriers gagnaient beaucoup plus que le patron. Voilà, exactement. Et donc, je pense qu'en présentant les choses ainsi, on voit le caractère étonnant, atypique de cette situation, ce qui justifie, à mon avis, qu'on s'y intéresse. Comment est-ce que ça s'explique ? Comment ça s'explique ? Alors, moi, le parti pris que je défends dans le livre, c'est qu'il faut inscrire les choses dans la durée. Qu'en l'occurrence, le joueur n'est pas au principe de sa propre importance, puisque dans l'absolu, excéder balle au pied, ça ne vaut rien. Et donc, il faut comprendre, d'une part, ce qui a contribué à ce que le football occupe la place qui est aujourd'hui la sienne, ce qui n'a pas toujours été le cas du tout. Ensuite, il faut expliquer aussi pourquoi, dans cet univers, les profits convergent vers les salariés plutôt que vers leurs dirigeants. Et enfin aussi, essayer d'expliquer pourquoi on a de telles inégalités, puisque là, je dis les joueurs, mais en réalité, comme vous l'avez bien dit, c'est une partie d'entre eux qui tentent à accaparer une large partie des profits économiques, mais aussi symboliques, parce qu'ils ne sont pas seulement des individus qui gagnent très bien leur vie, mais aussi des gens très visibles, des figures publiques connues de tous et toutes, y compris de ceux et celles qui ne s'intéressent pas au football. Et alors, quand vous dites qu'il faut regarder le long terme, et donc comment en est-on arrivé là finalement ? Alors là, vous me demandez en une question de résumer un livre qui fait plus de 300 pages. Comment est-on arrivé là ? En fait, moi, ce qui m'a surtout intéressé, c'est de m'intéresser à tous ceux qui, de par leur investissement économique, symbolique, réglementaire, ont contribué à produire cette situation aujourd'hui assez étonnante. Et en l'occurrence, je pense qu'on ne peut pas se contenter uniquement de regarder le présent, on ne peut pas se contenter de considérer que c'est le talent des joueurs qui est au principe de la situation, mais de faire plutôt un travail qui s'intéresse à tous ceux et toutes celles qui, de par l'investissement, contribuent à ce que j'appelle la valeur du footballeur. Alors justement, la logique des investisseurs, la logique des présidents de clubs, comment se fait-il que autant de gens souhaitent investir dans le football alors que ça leur crée beaucoup plus de problèmes que ça ne leur rapporte d'argent ?
Oui, c'est ça en fait. Finalement, une bonne partie du livre vise à montrer les déterminants non économiques de comportement économique. Et s'agissant des présidents de club, hein, l'économie du football, hein, structurellement, sur le temps long, est plutôt déficitaire. De fait, la question, c'est voilà, qu'est-ce que des individus viennent faire dans cette galère, d'une certaine façon. Et ce qui me semble intéressant et que j'essaie d'objectiver à partir du profil de ces dirigeants, c'est que pour eux, c'est un espace où ils vont, je le dis de façon peut-être un peu rapide, mais convertir du capital économique en des ressources, en du réseau relationnel et politique, mais aussi en de la respectabilité, de la notabilité. Et de fait, si on raisonne à l'échelle de l'économie générale de ce qu'ils échangent dans le football, eh bien, je ne sais pas s'ils y gagnent, en tout cas, ils ne font pas qu'ils perdent de l'argent. Ils perdent peut-être de l'argent, mais ils y gagnent autre chose. Alors, il y a un acteur majeur aussi dans l'injection d'argent dans le football, ce sont les médias. Quel rôle jouent-ils vraiment ? Alors, les médias, historiquement, ont d'abord été structurants dans la mise en avant du football. Donc, ça a été le cas de la presse écrite qui, assez précocement, s'intéresse au foot et contribue à le mettre sur le devant de la scène. Ça a été ensuite relayé par la presse, par la radio, pardon, puis par la télé. Mais le changement qui apparaît avec la télé, c'est que celle-ci ne contribue pas seulement ou uniquement à accroître la visibilité du football, mais c'est qu'elle devient aussi la principale source de financement du football. Dans le livre, j'ai décrit finalement comment ce qu'on appelle aujourd'hui le marché des droits télé s'est mis en place. Et ce qui est intéressant, c'est que au départ, les dirigeants du football et les présidents de clubs ne sont pas du tout intéressés par la télévision, au point même que le président de la Fédération française dans les années 60 puisse dire qu'il trouve que le football n'est pas télégénique. Les dirigeants de clubs ne voulaient pas de la télé puisque à l'époque, dans les années 70 encore, la billetterie était leur principale source de financement et ils craignaient que la télédiffusion des matchs puisse inciter les spectateurs à ne plus venir au stade. Donc de fait, il y avait plutôt une réticence historique à l'égard de la télévision. Et ce qui est intéressant, c'est de voir aujourd'hui comment le rapport s'est complètement inversé puisque la télé est plus que demandée, elle est plus que courtisée. Alors n'empêche que vous posez quand même la question, mais qu'est-ce qui pousse les spectateurs à aller au stade, c'est-à-dire payer pour voir un spectacle à la qualité incertaine, au résultat tout aussi incertain. Et quelle est votre conclusion ? Alors là, l'idée, c'était surtout de voir quels sont les déterminants de la venue au stade et de ne pas prendre pour argent comptant que forcément on n'y va que par passion ou pas, et aussi d'essayer de voir qui sont les spectateurs. Parce que finalement, on a souvent l'image des spectateurs comme étant des masses aliénées ou fanatisées, puisqu'on se concentre sur une petite partie de spectateurs qui sont les plus visibles, c'est-à-dire les supporters organisés et ou violents. Mais moi, l'idée, c'était de faire une enquête à partir de l'ensemble des spectateurs et de voir qui ils sont. Et ce qui apparaît de ce point de vue-là, c'est que, en fait, les spectateurs, globalement, sont divers socialement. Et la composition sociale des spectateurs correspond grosso modo à la composition de la structure sociale dans son ensemble. Ouais. Donc les spectateurs sont diversifiés. Voilà, donc on commet sans doute une erreur du coup quand on considère que c'est un spectacle populaire, puisque évidemment il y a des milieux populaires et il y a plus de milieux populaires que dans des spectacles comme l'opéra ou le théâtre, mais néanmoins ce n'est pas exclusivement populaire. Donc du point de vue de la diversité sociale, c'est varié. Par contre, là où le public est très clivé ou clivant, c'est du point de vue du sexe, en fait. En l'occurrence, c'est un spectacle d'hommes. C'est des hommes qui jouent, parce que le spectacle footballistique masculin est beaucoup plus valorisé que le spectacle footballistique féminin, mais les spectateurs sont majoritairement des spectateurs plutôt que des spectatrices. En l'occurrence, selon les enquêtes, on n'est jamais à plus de 10 ou 15% de spectatrices dans les stades. Alors, il y a un moment assez particulier dans la vie du footballeur et qui n'existe dans la vie d'aucun autre salarié, c'est le transfert. Et vous revenez sur ce que vous appelez l'étonnante banalité du droit de propriété sur un travailleur. Et finalement, c'est là qu'on a un peu une idée de la valeur du footballeur. Oui, parce que donc, le footballeur a une valeur en tant que le salaire auquel il est rémunéré, mais le footballeur n'est pas qu'un salarié, il est aussi un actif, inscrit comme tel dans les bilans des clubs,
que les dirigeants s'échangent, s'achètent, se vendent, pour reprendre le vocabulaire utilisé. Et là, ça me semble être un élément extrêmement intéressant puisque les footballeurs, en fait, sont à la fois des salariés, pour une partie d'entre eux très bien payés, mais sont aussi d'autre part une marchandise que l'on s'échange. Et ce salarié particulier qui est le footballeur, finalement, durant tout le temps que court son contrat, ne peut pas mettre fin à son contrat comme le ferait un autre salarié. Il ne peut pas démissionner puisque durant tout le temps de contrat, il dépend de son employeur qui peut donc se servir de lui comme d'un actif, comme d'une marchandise. Merci beaucoup Manuel Chotet d'avoir décrypté pour nous donc la valeur du footballeur. Alors, Luc Arondel, Oui. Peut-être pour cadrer un petit peu tout ce qu'on a dit, le business du football, c'est combien exactement? Alors ça dépend à quelle échelle vous l'envisagez, mais si on se place au niveau de l'Europe, c'est-à-dire au niveau du Big Five européen, c'est à peu près 17 milliards d'euros. Donc c'est ce qui est relativement peu comparativement à une multinationale. Je veux dire. Donc c'est vrai qu'on a un peu une vue biaisée par rapport à l'argent que véhicule le foot, alors que finalement, c'est assez peu de choses par rapport à toute la passion que le football suscite. Est-ce que ça a un sens de se demander s'il y a trop d'argent dans le football? Non, ça a peut-être un sens, mais j'ai un peu répondu à votre question. Il y en a pas tant que ça du foot. Et effectivement, et si on revient un petit peu en arrière dans l'histoire, il y a toujours eu un peu d'argent dans le football, et même au tout début, même à l'invention du jeu, on voit bien qu'effectivement, quand le football est passé des aristocrates chez les prolétaires, effectivement, il a fallu déjà payer les ouvriers pour qu'ils puissent jouer au football. Donc ça date, le terme football business, il date pratiquement du début du jeu. Qui a vraiment le pouvoir dans cet univers-là aujourd'hui? Qui sont les maîtres en fait de la planète football? Maître, je ne sais pas si c'est le bon terme. Effectivement, on a déjà parlé, enfin Manuel Chotet en a déjà parlé. C'est vrai que l'économie du football, elle est très spécifique, puisque c'est vrai que c'est une des seules activités économiques où ce sont les travailleurs du football qui récupèrent l'argent. Et donc effectivement, la masse salariale, ça représente entre 40 et 60%, même voire plus, certaines années, du budget des clubs. Donc c'est vrai que, de par son fonctionnement, ce sont les joueurs de foot qui récupèrent le... Donc à la limite, je crois qu'il y a une citation de Vizorek dans le livre de Manuel Chotet, qui dit effectivement le PSG est une entreprise de gauche puisqu'il distribue tout son argent aux footballeurs. Et c'est un petit peu vrai, c'est d'une certaine manière, pour être un peu provocateur, c'est un petit peu une économie marxiste, on va dire. Alors, vous répondez à plein de questions dans votre livre. J'en soulève quelques-unes à partir de l'augmentation quand même que vous constatez des inégalités salariales entre joueurs. Est-ce que ces inégalités salariales, elles sont bonnes pour la compétitivité des joueurs? Alors ça, c'est une question qui a été étudiée en économie. Alors, il n'y a pas de réponse définitive là-dedans. Il y a des études qui montrent effectivement que les différences de salaire entre les joueurs, ça suscite effectivement la motivation. Il y en a d'autres qui montrent qu'effectivement, plus la masse salariale est resserrée, plus la cohésion du groupe joue en sa faveur. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas on ne peut pas faire de conclusion définitive. Est-ce que la durée des contrats a une influence sur les joueurs? La durée des contrats, oui, elle en a une, puisqu'effectivement, on peut, dans les études, on peut montrer que... Alors là, c'est pareil, c'est-à-dire que quand on arrive à la fin de contrat, on peut montrer... on a une incitation à montrer qu'on est bon pour pouvoir renouveler son contrat, mais aussi effectivement si c'est la fin de contrat, on peut être démotivé puisque c'est la fin de son contrat. Donc tout ça c'est à double tranchant. Est-ce que la fiscalité a une influence sur les décisions des joueurs? Oui, ça il y a une étude qui l'a montré très très bien. Les mouvements de joueurs sont sensibles à la fiscalité, notamment en Europe. Oui. Quelle est chez un joueur la proportion entre l'hémisphère du cerveau calculette financière et l'hémisphère du cerveau amour du football et du maillot? Oh là, alors ça c'est une question, je ne peux pas trop y répondre. Moi je pense qu'effectivement les joueurs ils aiment le foot, hein, donc c'est leur passion, non? Alors je pose la question autrement, est-ce que si vous divisez par 2 ou par 3 les salaires des plus grands joueurs, est-ce que ça aurait un impact sur leur comportement sur le terrain? La meilleure réponse à ça, c'est de regarder un petit peu, de revenir un petit peu en arrière. Si vous regardez,
la façon dont fonctionne l'économie du foot, c'est que c'est qu'il y a comment dire, l'inflation des salaires des joueurs, on va dire, elle a commencé dans les années 90. Ouais. Est-ce que les joueurs étaient moins bons dans les années 70 parce qu'ils gagnaient moins d'argent? Non, c'est pas. Les joueurs étaient aussi bons, ils gagnaient moins d'argent et ils avaient autant de passion pour le football. Ce qui a changé, effectivement, c'est l'arrivée dans les années 90. Alors, on date ça aux années à l'arrêt Bosman, même si c'est remis en cause dans le manège de Manel Chausté. L'argent est arrivé à ce moment-là, donc effectivement on a vu les budgets des clubs augmenter, les masses salariales augmenter, donc effectivement les salaires ont augmenté à partir de ce moment-là. Est-ce que parce que vous soulignez un paradoxe, vous dites finalement c'est une activité qui globalement est peu rentable, oui. Et pourtant les entreprises du secteur sont des très vieilles entreprises, oui, c'est des ça. entreprises séculaires finalement. Voilà, exactement. C'est-à-dire que les clubs de foot ne font pas de profit, donc on en a déjà parlé tout à l'heure. Donc Ouais. c'est vrai que les propriétaires se détiennent des clubs de foot pour d'autres raisons que des raisons pécuniaires. Et donc c'est comme ça qu'on explique aussi que ce sont les joueurs qui captent la rente un peu du football, quoi. Alors, l'hypothèse que vous soutenez quand même, c'est que l'économie du foot est en train d'entrer dans ce que vous appelez l'hypermodernité. C'est quoi ce nouveau monde? Alors, donc pour définir l'hypermodernité, on s'est référé donc à un sociologue qui s'appelle Julien Letti, qui historiquement définit 4 périodes dans l'histoire du foot. Il y a la période traditionnelle, il y a 2 périodes modernes et la période postmoderne qu'on décrit dans le bouquin qui commence à partir des années 90. La période traditionnelle, c'est quoi? La période traditionnelle, c'est la création du football, Ouais. et donc on voit effectivement la création des compétitions. La période moderne précoce, effectivement, on voit la professionnalisation qui commence à se diffuser un peu partout en Europe. Mais là, on est dans c'est quoi? C'est l'après-guerre? C'est l'entre-deux-guerres. D'accord, l'entre-deux-guerres. Et la période moderne précoce, c'est donc l'après Seconde Guerre mondiale, Ouais. jusqu'aux années 90. C'est-à-dire que là, on voit le football se diffuser. Donc, notamment, vous voyez, par exemple, si on se réfère à la Coupe du Monde 66, a été un point marquant au niveau de la diffusion, parce que c'est la première fois où la compétition est diffusée dans le monde entier. Et puis, la période postmoderne, elle débute autour des années 90. Alors, il y a différents éléments qui peuvent définir cette période. Il y a donc le fameux arrêt Bosman avec la libération du marché du travail, mais il y a aussi, et ça c'est une condition nécessaire mais qui est loin d'être suffisante, il y a aussi l'arrivée de l'argent, des droits TV, des milliardaires, etc., qui vont commencer à définir cette période et à commencer à expliquer pourquoi les inégalités augmentent, donc en termes entre clubs, entre ligues et entre joueurs. Et donc c'est à travers ça qu'on voit effectivement. Alors on se réfère un petit peu aux travaux de Thomas Piketty sur les inégalités. C'est un petit peu un parallèle entre la société en général et l'économie du football, et on s'aperçoit qu'effectivement cette inégalité va peut-être aboutir à quelque chose qu'on définit comme l'hypermodernité, avec aussi d'autres phénomènes qui l'accompagnent, c'est-à-dire l'arrivée de nouveaux investisseurs comme les fonds d'investissement, et aussi les nouveaux modes de consommation. Donc tout ça. Et finalement, l'apothéose de tout ça, ce serait éventuellement la création, c'est-à-dire une réforme des compétitions en Europe à travers la création d'une Super League. Mais donc, ce que vous nous dites, c'est qu'on va finalement suivre un petit peu la voie de tous les grands sports professionnels aux États-Unis. Alors, non, pas forcément, parce que si vous dites la ligue fermée, c'est quand même l'esprit. C'est quand même l'esprit de la NBA, par exemple. Justement, c'est-à-dire que c'est un peu pour ça qu'on a envisagé d'écrire un second volume, c'est de regarder vraiment ce qui se passe aux États-Unis, parce que je crois qu'on a une vue un peu biaisée de ce qui se passe aux États-Unis. C'est vrai qu'aux États-Unis, c'est une sorte de village socialiste dans un pays libéral. C'est absolument incroyable. C'est-à-dire que c'est un peu à front renversé de ce qui se passe en Europe. Vous avez le sport collectif aux États-Unis qui est vraiment régulé comme une économie socialiste, alors qu'en Europe, dans un pays qui est moins libéral, soi-disant, que les États-Unis, vous avez le sport qui est effectivement beaucoup plus libéral qu'aux États-Unis. Et donc aux États-Unis, donc il y a les clubs. Alors c'est pas forcément vrai dans le football, mais les franchises font des profits parce qu'il y a des décisions, il y a une discussion
qui se fait en amont pour une répartition entre le profit et les salaires. Donc il y a tout ça. Il y a effectivement le marché du travail qui est très très régulé à travers la DRAF, la mobilité et à travers le plafond salarial. Donc tout ça fait que ça définit un petit peu le fonctionnement d'une économie, l'économie du football, du soccer ou du football aux États-Unis. Elle fonctionne vraiment complètement différemment du fonctionnement en Europe. Mais justement, c'est intéressant de voir souvent les gens qui veulent réguler le football en Europe, ils se réfèrent systématiquement aux États-Unis, alors que c'est un petit peu paradoxal, quoi. Donc, ce qu'il faut faire attention quand même, parce que voilà, le football, il y a vraiment une grande culture européenne. Donc effectivement, il y a, par exemple, le système promotion-relégation. Je pense que on l'a vu au moment de la discussion de la Super League, c'est que les supporters sont très attachés à cette promotion-relégation à travers donc un peu le mérite, ou quelque part. Donc la thèse qu'on soutient dans ce point, c'est que la création d'un championnat européen, bon, pourquoi pas, parce que je pense que d'un point de vue économique, c'est tout à fait logique. Mais il faut réfléchir à quelque chose, finalement, à un système de régulation entre ce championnat européen, les ligues domestiques, etc. Donc c'est là-dessus qu'il faut plutôt réfléchir plutôt que de la refuser systématiquement, parce que est-ce que finalement le fait que les grandes équipes européennes se rencontrent dans un championnat, est-ce que c'est vraiment aberrant par rapport à tout ce qu'on a observé d'un point de vue économique? Nous, on ne le pense pas. Quel est le poids des grandes instances du football international dans ces évolutions économiques? Et là, on parle de la FIFA, de l'UEFA. Est-ce que ce sont vraiment eux les maîtres du jeu? Alors c'est vraiment la grande discussion, la grande incertitude. C'est-à-dire que pour l'instant, il y a un rapport de force entre l'UEFA d'un côté et puis le CA, qui est donc le syndicat des clubs de foot. Donc on voit bien qu'effectivement, ça va se passer entre ces deux instances. Donc effectivement, jusqu'à présent, l'UEFA a gardé un petit peu le pouvoir sur l'organisation de ces compétitions européennes. Ouais. Jusqu'à quand, ça on ne sait pas. Et là, il va y avoir, donc le 15 décembre, le jour anniversaire de l'arrêt Bosman, il va y avoir une décision qui va statuer sur le monopole de l'organisation des compétitions en Europe. Est-ce que ça va être légal ou pas? On va voir ça par l'UEFA. Donc tout ça, c'est vrai que là, en ce moment, on est un peu dans une grande période d'incertitude, ce qui nous a amené à réfléchir justement à cette période de l'hypermodernité du foot, et puis à travers ce que ça pourra, le football auquel ça pourrait aboutir, quoi. Merci beaucoup Luc Arondel, et puis je ne pouvais pas terminer cette séquence sans vous parler d'une... Voilà, nous s'attendons vraiment, après Coupe du Monde, nous voulons faire un petit partage avec nous, mais il y a beaucoup plus que ça n'est pas capable de le football, on est capable de regarder le sport en général, et particulièrement dans le pays tel qu'Haïti, à savoir pour les jeunes. Un pays qui a autant de jeunes, on peut poser la question, il y a qui politique sportive dans le pays? Il y a pendant le ministère et de la jeunesse et des sports. Donc, est-ce que bon politique sportive? On montre budget et pays pour le sport et pour le ministère pour comprendre que vraiment, le sport fait partie de la vie. Donc, ça, c'est un code que nous utilisons très souvent, un mapping utilisé pour nous montrer comment l'argent décaissé dans le budget. Et ce budget, c'est ça, 267,5 milliards de gouttes. Et un pays qui a tant de sécurité, il faut regarder comment on construit la sécurité. On peut pointer du doigt le secteur privé haïtien, mais le secteur public là tout. Il dit que si on prend à gauche là, particulièrement côté de MASTA, ministère des Affaires sociales, nous avons parti secteur social là, le côté gauche, et 72,7 milliards de gouttes. Et pas souvent, le secteur social là, c'est plus comme le 4 secteurs. Secteur économique là, c'est 55,5 milliards. Secteur politique là, c'est 52,3. Et secteur culturel là, c'est 4,1 milliards de gouttes. Mais qui ça fait que vous pouvez l'obliger de mettre tout comme ça à l'affaire sociale? C'est parce qu'en bas, que ce soit ministère et jeunesse, sport, action civique là, attendez combien de cobles il y a là-dedans. Le budget de 7,5 milliards de gouttes, il y a 1,2 milliard de gouttes qui représentait 0,5% du budget. 0,5% du budget. Et moi, garantis 800 millions de gouttes, sans exagérer, pour payer ma salariale qui est dans le ministère. Ça. Donc, c'est ça qui m'a attiré l'attention. On a des plaintes, je vous dis, ouais, sécurité. Mais nous parlons de cause, nous parlons de problème structurel. Alors, bon, jeune garçon, jeune fille, ça. Niveau d'éducation, qualité d'éducation, nous connaissons comment le dire. Et qui suivi que nous faisons avec eux? Est-ce que nous diversifions l'éducation? Et sport, à côté pour
énergie que gagne pour aller son terrain, pour aller vraiment travailler et ascension sociale là. Que ce soit, par exemple, je dis, on a regardé l'équipe de France là, rappelez dans dernier partie finale là, combien de monde noir qui sur terrain. Pas font bagaille comme si noir contre blanc non, mais c'est ça que vous parlez là, l'aspect migratoire là tout élément ça tout. Ne parlons pas du Brésil, ça lui-même sont exportateurs. Et comment que vous expliquez l'économie du football là, on t'a parlé de l'économie du sport en général, la valeur du football, on t'a parlé de la valeur du basketteur également. Comme un grand joueur yo, et me prend deux cas. Bon, pas qu'on origine trop de Cristiano Ronaldo, mais on prend deux cas, le bon avec Messi. Bon, Brésil il même chargé tout. Monsieur ça, le bon milliardaire sont un homme qui fait pauvre, sans papa quitté et grâce à ce comment monsieur fait mobilité ça. Donc, comment arriver à utiliser ce sport en dans société, galvaniser tout ça qui passe là, et tout par là. Le premier livre là, La valeur du footballeur là, il vient de milieux populaires. 95% joueurs qui ont un niveau en les plus élevé, ils sont de milieux populaires, et la plupart parfois ont études, on est capable de dire assez élevé. Mbappé sont exception que le représenté. Exception. Donc, comment que vous profit vers les joueurs alors que le système capitaliste que nous avons critiqué un peu là, eh bien, c'est pas trop fait comme là. Joueur, lui-même salarié, ouvrier, c'est incapable de le comme ça, lui-même la travail. Tandis que dans le monde football là, c'est le contraire. Al regarder le Barcelone, ça les Messi te gagne avec ça les présidents gagne. Bon, le président n'a pas même comme ça, il doit parler de respectabilité. Entraîneur n'a pas touché plus malgré ça entraîneur qui prend une décision. Hein? Et que le basket, que le football, pour prendre deux cas ça ou là. Soit regarder l'entraîneur qui prend une décision, mais comme superstar là touché dans l'équipe là. Mais attention tout, il y a de grandes inégalités sociales à l'intérieur du football. Parce que Messi qui a touché masse comme là, un joueur lui-même qui dans la même équipe là, si vous regardez l'écart, gap qui existait entre ça les Messi, ça les LeBron et joueur qui lui-même qui au niveau, on est capable de dire moyen. Donc, c'est un monde de différence en quelque sorte. Basketball là, je vois qu'on a gagné 2 millions de dollars pour l'année. L'autre, lui-même, a gagné 40 millions de dollars américains. Mais tout a pour gagner en quelque sorte. Donc, nous, voyons que particularité, mon sport a représenté. Et comment que nous-mêmes, on prend l'Afrique, je dis, on peut parler de Maroc, on a regardé Sénégal dernièrement, on a regardé Cameroun, équipe ça. Mais, un pile de joueurs qui formés en Afrique, aujourd'hui, a bénéficié grandement au niveau du grand marché européen. Nous rappelez, nous avons fait un spécial de ça pendant la Coupe du Monde. Donc, talent joueur qui sont capables de porter pour comme image même pour le pays. Donc, qui ça va montrer que qui gens joueurs a bénéficié. Bon, il y a que nous allons dire. Base pyramide dans très large, ça crive en l'air. Il y a très peu, mais il y a une masse critique qu'a fait parce que comprend Big Five, à savoir les 5 plus grandes ligues qui gagnent en Europe, quand on apprend la première ligue là, à savoir l'Angleterre, Grande-Bretagne, qu'on prend la Liga, qu'on prend l'Italie, qu'on prend le Calcio, qu'on prend Santa Capabrele, l'Allemagne ou encore la France. Mais nous voyons que un paquet de bons joueurs qui, à partir de la migration, qui ont bénéficié de tout ça. Quels étaient les Brésiliens, quels étaient les Sénégalais en quelque sorte. Et comment que ça crée un réseau relationnel? Parce qu'on regarde, c'est le Kounia là, quel était les Pogba, comment qu'après mon football là, comment ils ont imposé autour de la vie. Et le président football camerounais qui est nommé Chapin Kounia là, bon, on aime bien le football c'est aussi, donc, mais moi, plus pour chiffre l'argent et au niveau finance publique que le capable au niveau de nous. Donc tout ça qui est lié. Et on montre l'évolution football là, parce que a parlé de hypermodernité. Nous-mêmes, c'est hyper arriération si ça existe. Et dit que nous ne faisons pas aucun développement au contraire, c'est descendre. Nous n'avons pas parlé tout à l'heure de politique haïtienne, comment là. Mais football là tout. Je répète pour nous que Haïti participait à la Coupe du Monde de 16 équipes. Quand il y a une Coupe du Monde de 42 équipes, nous n'avons pas garanti que nous allons aller. 74, nous étions parmi les 16 équipes. Je dis la Coupe du Monde a éclaté, il y a plus que 30 équipes et Haïti, même dans la zone, n'est pas capable de poser dans quelque sorte.
Donc, nous pas ajuster. Et le monde académique, l'université, ça qu'a parlé, c'est des livres que tu as parlé là. Donc, c'est pas ça que vous avez fait recherche sur eux. Il faut me dire que les dirigeants football, ils sont bons, ils sont mental. Tout que ça me parle fort avec parce que je suis dans le milieu de la fédération, je connais ça milieu, ça veut dire. Il va même faire effort pour comprendre ça que football là, je dis là. Il parle également, tu parles de déficit. Je dis à Barcelone, son club qui est en déficit. Mais, on va pouvoir que le besoin percer et comment modèle, ça me appelle le business model là, supposé refait. Quel était les signes violettes, là, ça. Faut un autre modèle. Faut une ligue là comme élargir en dehors de l'espace côté m'a jouer là. C'est une bataille qui peut être faite pour te retirer coupe Bradel pour mettre championnat national. Il y a des gens qui croient jusqu'à présent c'est championnat national qui crase le football haïtien. Or comment vous voulez pour prendre toute équipe pour concentrer le Port-au-Prince, tout bon joueur qu'on ait gagné en la province qu'il te les échanges matériels, ne parlons pas de tout ça que FICA ASC produit comme joueur pour venir chita dans Port-au-Prince pour venir garder. Donc, mais où mental ça que nous gagnons à tous les niveaux, politique, économique, même sport, nous pas faire aucune évolution en quelque sorte. Ils préfèrent appauvrir tête yo, quitter plutôt nous là et c'est ça qui passe dans le sport pas nous. Et qu'est-ce qui a payé conséquences en Konya des jeunes joueurs football féminin qui me pas trop bien mais tout le temps des joueuses haïtiennes qui jouent en France, qui jouent à travers l'Europe Konya là pendant que bon joueur football yo ben bon là peut-être ti monsieur clan gang là par contre qui talent que gagne qui ça t'a privé si tu es au choix pour être capable de faire l'argent dans le sport quel basket quel volleyball quel football donc il t'a plus content que ça qu'une quitte pour yo là choix qu'il a fait là par rapport c'est ma mère on après-midi mais c'est en réalité nous pas créer opportunité pour jeunes yo. Et nous allons voir comment presse là évoluer. Même les petits, nous faisons une porte au presse, pour regarder, ou pour acheter football et France Football, ou pour regarder l'équipe. Donc c'est ça, parce que la France, pas oublier que le dominer football là, c'est ça, l'écrit. Mais comment elle évolue dans la radio et comment elle vient dans la télévision, et nous avons fait des émissions spéciales pour la Coupe du Monde, non? Nous avons montré que c'est droit TV qui est important. Et tout ça gagne un droit de propriété, pas seulement des joueurs, mais droit de télévision. Comment est-ce qu'on fait, et Anessa, qui méchant? Là, nous prenons par exemple Guito Célestin qui représente les firmes qui représentent la FIFA dans la zone. Il dit que monsieur a travaillé pour une firme qui achète droit télévision. FIFA n'a pas arrêté pour le dire faire Haïti cadeau match du monde, non? C'est blague. Il a payé FIFA pour Caraïbes là déjà. Si FIFA voulait Haïti Coupe du Monde, comme qu'elle t'a payé là, c'est pour le retirer là dedans, que d'accord, soustrait pour moi. Mais on connaît, monter sur les réseaux sociaux, attaquer mon nom, oui, FIFA te balle. FIFA pas capable de dire faire cadeau, FIFA te payer comme là déjà. Donc aspect juridique question entrer là-dedans tout. Aspect commercial là. Il t'a parlé là de loi Bosman, c'est tout élément ça pour nous prendre en considération. Droit de propriété, salaire, actif, bilan, donc nous tout phénomène ça combien de dirigeants football haïtien thème ça on a parlé là qui comprennent au moins que ça veut dire. Puisque son business, c'est foot business que qu'on y a. Les sorties de football traditionnel là, il parle à football moderne en tête de guerre et je dis à l'hypermodernité. Un club anglais, son business qui dit qu'il est un general manager qui emploie entraîneur lui-même il un joueur qui a dirigé et première ligue là, Liverpool a acheté pour 300 millions de dollars une firme américaine qui a acheté qui est entré et dernièrement il a vendu plus que 3 milliards de dollars américains. That's big business. Et joueurs bénéficient en quelque sorte. Et comment pour jeunes joueurs haïtiens, que ce soit ça qui est arrivé au plus haut niveau, et bien capable peut-être pour l'autre chance, nous sommes bénéficiaires du monde du football. Pas qu'à étudier à l'extérieur, si ce n'est pas une bourse d'études et une capacité dans le toujours vivant. George Edlin, qui t'a entraîné l'équipe George Washington University, qui t'a bonne opportunité ça. Parce que aux États-Unis, il n'y a pas gardé simplement au niveau professionnel, mais il y a les NCAA qui championnat des universitaires, un big business tout, qui a parlé de exploitation de jeunes, parce que parfois, l'argent que vous faites dans le collège, c'est juste là, vous entrez dans le NCAA au niveau basketball, pour aller match madness, c'est-à-dire que c'est tout élément, ça, tout moyen pour faire ascension sociale. Ça. Je suis un produit de cela. Je dis à qui jeune qui a opportunité dans le pays d'Haïti pour le sortir cité soleil et football là c'est ça le bas oui ou faut à tout le monde là.
Moun qui dans plus bas niveau social là, classe moyenne est en l'air pour capable faire. Et tout ça a créé une solidité au niveau social, nation que nous voulons créer, que tout le monde a joué championnat football. Je dis pas même un championnat qui existait dans le pays d'Haïti. Et à l'heure, tu as parlé de l'argent du football, deuxième livre là, qui t'a parlé de football là, en Angleterre, commencé à aristocrate, ensuite pour le passer à prolétaire, et pour base là, pour le bénéficier. Travailleurs qui sont les grands bénéficiaires. Et monsieur fait blague là, il dit Paris Saint-Germain sont une entreprise de gauche. Il parlait même d'économie marxiste. Parce que ouvriers, ça Marx te dit, eh bien ouvriers prend le code là, il serre le patron, après c'est eux qui fait comme. Quand des jours, il a besoin de signer Messi pas qu'on continue à signer. Donc c'est tout élément ça pour entrer en considération en bagarre là. Il parle de fiscalité également du sport. Il dit qu'en France, fiscalité est très élevée. Donc, de l'autre pays lui-même qui va plus avantageux, permettre que nous sommes capables de retrouver nos situations très bien. Je fais me connaître Samuel Eto'o, merci beaucoup. Donc, femme petit bête, mes amis, merci beaucoup. N'oubliez non Samuel Eto'o, ça a du net. Donc, qui est capable de montrer que mettre toute opportunité. Donc, Samuel Eto'o, c'est des gens qui ont une opportunité peut-être là au débat, mais qui viennent arriver qu'on y a là. C'est des grandes personnalités. Et ascension sociale là, le sport, on parle pas de football seulement, que le basket, que le baseball, que le football américain. Et les jeunes haïtiens qui vivent aux États-Unis, il faut même entrer dans ce circuit. Il y a des haïtiens qui sont dans la NFL là, National Football League là. Et tout débat qu'a fait en Europe aujourd'hui à la Super League là, qui peut le montrer qu'on changement qui peut réaliser, c'est les ligues fermées. Côté parler de village socialiste là, parce que vous parlez d'arrêter quand même mon fond équipe pour dire rentrer la NBA, non? NBA, il dit que c'est une ligue qui possède par des milliardaires avec des joueurs millionnaires. Donc salariés, et ça ne t'a pas dit à l'heure, textile versus, nous sommes capable de dire, microprocesseurs. Il faut que nous permettions que le monde en bas fait plus comme tout. En Haïti, c'est comme si c'est en l'air pour concentrer. Là, on fait concentration, et même ça le bas, ça va vivre là aujourd'hui. Descendre en bas pour que les gens qui sont bas disent, ah, je suis capable de gagner. Ça, les Américains parlent de rêve américain. Il n'est pas facile non pour arriver en l'air, mais au moins, il y a un espoir, une opportunité. Il y a le token. Mais là, on n'a pas de chance du tout. C'est comme si les gens qui sont en bas disent, bon, pas là du tout, en bas net. On va jamais capable de monter. C'est ascension sociale qui n'est pas là en quelque sorte. Donc voilà, je crois que nous sommes là, et nous avons regardé sur l'écran. Un pays tant qu'Haïti, pas normal pour que le sport nous traite en parents pauvres. Donc là où est que le pays a l'état, ça, jeunes garçons, jeunes filles, eh bien, a révolté, presque voulu écraser, briser, mais à qu'une commettre. Côté de mettre l'argent, pays. Il n'est pas normal un pays qui gagne autant de jeunes garçons et de jeunes femmes, moins de 25 ans, après 1,2 milliard de gouttes. Et me dit au moins 800 millions, pas 1 milliard de gouttes, c'est salaire qu'a payé le ministère. Pas gagner terrain sportif, pas gagner plaisir pour tout le monde prend. Haïtien dit dans le blanc. Moun la médaille d'Haïti, gang vivant jusqu'à présent. Moi-même, moi, ouais ça au CAI. Lorsque yo te le général Chavan qui mourit récemment, à se dire celui qui jusqu'à présent vivant. Les monsieur ça été lieutenant ou bien même arrivé jusqu'à colonel. Monsieur là mais dans la cour toujours gon terrain volleyball, gon terrain basketball. Chavan c'est lui qui mettait football là au CAI qui bénéficiait de lui-même. Ça yo, est-ce que police là qu'on y a là, on regarde les policiers yo, police nationale là, est-ce que les arrivés dans ville province, est-ce comment yo participer, entrer dans l'activité jeune, activité sportive, des activités saines qui permettent même dans la vie qu'on va réussir là-dedans en quelque sorte. C'est réflexion ça pour nous faire. Nous ignorer jeunes, nous maltraiter et chiffre là 1,2 milliard de gouttes que nous mettons pour toute politique sportive là. Sinon si après on bagaille football là prend plus gros parti reste pas grand même. Or nous ça Jamaïque fait avec le sport. Même quand on regarde là, ça c'est bon championnat extraordinaire. Déjà, la semaine dernière, je essayé de prendre contact avec Sanda capable de dirigeant football. Il y a une propre ligue professionnelle de la Kaipayo. Bon, Dominicani vini là, qui pas là à faire football du tout, qui est très avancé dans le baseball. Et il fait comme le baseball là, parce que il a tellement préparé les joueurs. On va les femmes et des préparations des joueurs pour jouer au plus haut niveau possible. Et pour faire des millions de dollars le baseball aux États-Unis, la Major League, après qu'on y a transféré l'argent, là où est transfert Dominique est au pied élevé que transfert vers Haïti. Ça entre là-dedans. C'est dans la politique sportive là.
C'est là permettre que jeunes garçons, jeunes filles, ils sont capables de jouer baseball, ils peuvent jouer aux États-Unis, ils ont une ligue professionnelle là, secteur privé à financer. Secteur privé dominicain, on va créer là, qui est extraordinaire. Ils mettent un fonds pour que préparer les gens pour aller dans les Jeux internationaux, Jeux olympiques, parce que c'est image pays, parce qu'il y a bon tourisme. Le sport peut aider également le secteur touristique, parce que fait image pays. Jamaïque qui là, Usain Bolt, son phénomène mondial lié. Donc lorsqu'il y a des son Jamaïcains que lui, on dit ah, d'ailleurs à Jamaïque, elle découvre Jamaïque. Donc le sport, la musique, la culture. Donc si je suis ministère de la culture là, on fait un coup d'œil sur lui-même, regardez combien de mettre là-dedans. Il y a même un milliard de gouttes. Donc ça a montré mais qui choix qu'on fait. Et là où on tombe dans des blousailles qu'on y a là, c'est parce que les politiques culturelles, les politiques sportives d'une petite nation, on garde des modèles Jamaïque là, on garde des modèles et République dominicaine pour avancer là-dedans. Et m'a fini pour me dire que si nous voulons faire une politique de haut niveau, ouais, coupe cadre là pas rien, c'est championnat national là, mais championnat national là pas répondre à objectif là qu'on y a là. Nous tout près Jamaïque, nous tout près République dominicaine là, eh bien, on fait une super ligue. Qu'on y a là, ou font ligue fermée, ou pour créer des clubs, ou pour bailler et des cahiers de charges, mais comme vous supposez gagner, mais quel investissement pour faire. Qu'on y a des lignes aériennes qui dans la zone, sans pas besoin de citer. Après qu'on y a, on fait des matchs, équipe au Canada pour jouer Jamaïque, après qu'on a fait un gros championnat dans la zone, pour venir beaucoup plus compétitif, pour acheter Jamaïque, ou acheter Dominicain, ou acheter l'autre joueur, pour être capable de arriver au niveau beaucoup plus intéressant. Parce qu'un peu le monde a pensé que Coupe du Monde va le faire là aux États-Unis en 2026 et Canada avec Mexique, 3 pays ça qui sont censés qualifier d'office. Regardez quelle opportunité pays d'Haïti t'a supposé gagner là. À qu'est-ce que tu as supposé le battre là avec Costa Rica? Trinidad baissé considérablement cette jour-ci. Haïti était supposé caracher un ticket là et va augmenter le nombre de places. Entendez-moi bien, par contre il m'a là non, dit Haïti pas capable participer à la Coupe du Monde, il est trop tard pour lui-même. Parce qu'il n'y a pas eu de politique sportive. Nous gagnons des dirigeants sportifs totalement archaïques, ça n'a pas parlé là de hyper-modernité, même la modernité, nous ne pouvons pas comprendre ça veut dire. Il ne va pas comprendre que tu as fait des clubs à droite, à gauche, qui a pété là, mettre cob, il a gaspillé cob là-dedans. Il va même y cob là. Son bail qui est supposé gérer de manière professionnelle, qui bilan club là. Dans mon club, il a monté un bilan, monté un actif, comme il a payé, il n'y a pas de professionnels. Donc nous, ouais, que nous devons partager ça avec, mais pas supposé rester simplement au niveau des ligues. Et je vais finir pour me dire tout. Pas aucun problème. Si on regarde dans les provinces, comment que le football son bagage qui marche bien. Mais en dans le budget, si on ligue et qu'on voulait pousser pour Haïti pour content les Coupes du Monde à fait, ou tu as un droit en dans le budget à prévoir des fonds pour l'équipe première division. Comme tu passes un bagage comme ça pour nous dernièrement, sur Bénin, on est passé pour nous. Bénin qui se prend le son de Baye Maroc là, besoin de participer à la Coupe du Monde et comment il a supporté le championnat de première division, mettez des incitations fiscales, investir dans l'infrastructure parce que le club n'est pas jamais capable de construire pour avancer ça. Donc moi je crois que bon, puis le bagage après-midi, nous prenons acteurs politiques, nous prenons acteurs privés, mais aspect social là tout. Si nous voulons sortir dans ça, il faut un gros plan pour que lorsque nous connaissons à bien aider nous baisser nous cap sortir dans ça, comment pour nous reconstruire pour pas tomber dans bagage ça tout créé là et qu'on pas ni tête ni pied pour sortir là-dedans. Nous remercions tout le monde, c'est un grand plaisir à samedi prochain pour l'émission Investir.